Si je vous parle de chapeau rond et que vous avez plus de 40 ans, vous penserez sûrement au breton. Si je vous parle de chapeau rouge, vous devriez penser à Red Hat, cet acteur incontournable du monde du libre. Tellement incontournable que pas toujours très visible d'un point de vue de dev. Red Hat est pourtant bien présent partout dans la vie du dev. Mais alors, comment s'y retrouver dans toutes les offres de Red Hat? Est-ce plus pour les ops que pour les devs? Et surtout, la Fedora reviendra-t-elle à la mode? Pour répondre à ces questions de distribution, je ne reçois pas Charles-Édouard Leclerc, mais il s'y connaît en grande surface. Laurent, bonjour. Bonjour Bruno, super introduction. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Ouais, bien sûr. Donc Laurent Brodou, je travaille chez Red Hat et chez Red Hat, je suis Solution Architect. Donc Solution Architect, je suis un expert des technologies et en fait j'aide mes collègues sur toutes les parties avant-vente pour délivrer des démonstrations, des POC, participer à des événements, faire effectivement des démos, des workshops. Et moi, chez Red Hat, je suis très orienté dev, puisque je fais partie de la practice qui s'appelle AppDev, développement d'applications. Et donc, je m'occupe effectivement de tout ce qui est framework, runtime, langage, mais aussi de tout ce qui est méthode dite, voilà, je lâche le mot DevOps, à base de conteneurs et à base de plateformes de conteneurs sur Kubernetes. Oui, parce que du coup, Red Hat, on vous connaît, je pense, surtout pour toute cette partie OS et serveurs que vous faites depuis très longtemps. Mais du coup, il y a aussi une activité de applicative qui sont utilisées au final par beaucoup plus de développeurs qu'on ne peut croire. Oui, tout à fait, parce que effectivement, Red Hat, historiquement, depuis plus de 25 ans, c'est de l'infrastructure, c'est de l'OS, et puis c'est de la plateforme cloud avec OpenStack. Mais c'est aussi suite au rachat de JBoss il y a quelques années, c'est aussi du middleware, c'est des frameworks, c'est beaucoup d'investissements dans tout ce qui est communauté Java, dans tout ce qui est JDK, OpenJDK. Donc c'est aussi tout un portefeuille de solutions middleware et pour construire des applications complet. Voilà. Donc il y a vraiment maintenant 3 grands pans en fait dans l'ensemble des solutions Red Hat. Il y a cette partie effectivement infrastructure. Il y a une partie automatisation où on va retrouver des choses comme Ansible. Et puis il y a aussi toute la partie AppDev, middleware, le développement d'applications. Et est-ce que tu peux nous faire un petit historique de Red Hat, parce que c'est un acteur qui est quand même présent depuis les années 60, je crois à peu près, c'est ça ou... Oh, c'est pas aussi vieux que ça, on a un peu plus de 25 ans. Et donc effectivement, Red Hat ça a été un des premiers acteurs majeurs autour de Linux et une des premières distributions dites entreprise avec la Red Hat Enterprise Linux, RHEL pour les intimes. Et donc il y a un peu plus de 25 ans. Et donc le modèle de Red Hat depuis le début, c'est un modèle vraiment 100% open source. C'est pas du tout un modèle open core comme on peut l'avoir chez d'autres éditeurs, où en fait certaines fonctionnalités vont être open source et d'autres vont être propriétaires. Nous, notre pari, notre modèle, c'est vraiment de dire tous les développements de Red Hat se feront upstream dans les communautés. Il y a 0 développement qui se fait de façon propriétaire, de façon fermée. Vraiment, nos développeurs, ils travaillent uniquement avec les communautés. Et le modèle de Red Hat, c'est après de dire, dans ces communautés, on va piocher, sélectionner les features qui nous semblent les plus stables, les plus matures pour l'entreprise. On va les assembler, s'assurer qu'elles fonctionnent bien ensemble.
on va les certifier. Et ensuite, on va effectivement les distribuer sous forme de produits sur lesquels on pourra avoir un engagement fort en termes de patch management, en termes de sécurité, en termes de support, de formation, et puis en termes de life cycle, puisque en fonction des produits, on va pouvoir assurer un support jusqu'à une dizaine d'années sur certains produits. Donc ça, c'est vraiment le modèle de Red Hat, 100% open source. Donc on a commencé avec effectivement les OES. Fedora, c'est typiquement l'upstream de la Red Hat Enterprise Linux. Donc tout ce que vous avez dans la Red Hat Enterprise Linux, vous le retrouvez dans la Fedora. Et puis effectivement, au fil des années, on a ajouté la partie infrastructure cloud avec de l'OpenStack, la partie automatisation, la partie middleware avec l'acquisition de JBoss. Parce que du coup, effectivement, en fait, ce que Red Hat vend, du coup, c'est pas le logiciel en tant que tel qui est disponible gratuitement pour toute personne. C'est un ensemble de services qui vont autour. Vous avez du coup des engagements de qualité ou de disponibilité, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc ce qu'achètent les clients, c'est un abonnement sous la forme d'une souscription annuelle, d'accord, qui est effectivement estimé sur un volume de produits déployés. Et derrière, en fait, cette souscription, elle donne accès justement à toute la partie patch management, backport de fonctionnalités, de correctifs. Elle donne accès à toute la base de connaissances, au support technique avec des SLA effectivement de réponse, d'apport de correctifs. Et puis elle donne accès justement à toute la partie aussi training, certification, consulting autour de ces produits-là. Donc c'est vraiment un ensemble de services qui sont accessibles une fois effectivement qu'on a pris en charge la souscription. Ouais. Et alors du coup, sur cette approche entièrement open source, est-ce que le rachat par IBM a quand même changé un peu une façon de percevoir ou de faire les choses? Alors pas du tout, on reste toujours dans la même démarche et je dirais même que là où ça a le plus changé, c'est pour IBM parce qu'en fait, quelque part, on les fait rentrer dans cette démarche, notamment parce qu'il y a des solutions qui étaient des produits IBM, qui étaient vraiment en source fermée et qui en fait ont rejoint le giron Red Hat et qui sont devenus des projets open source qui ont été justement reversés à la communauté, où on a créé une nouvelle communauté pour justement développer dans l'open ces produits-là. Donc un exemple typiquement, c'est la solution de multi-cluster management Kubernetes qui était développée chez IBM par IBM et qui maintenant est devenu Open Cloud Management, une solution complètement open source. Mais donc ça, c'est vraiment ils ont quand même gardé leur solution propriétaire à côté, non? Alors non, en fait, leur solution, elle a vraiment été reversée complètement en open source. Et en fait, de cette communauté open source, on en a tiré un produit qui maintenant est commercialisé par Red Hat. Okay. Qui s'appelle justement ACM, Advanced Cluster Management. Donc vraiment, pour poursuivre, il y avait un produit qui s'appelait MCM qui était en closed source chez IBM. Ça a été reversé une communauté open source. Maintenant, c'est Open Cluster Management. Et ça, chez Red Hat, on a fait un produit ACM qui est 100% open source, mais sur lesquels on s'est engagé à base d'une souscription comme sur tous les autres produits. Je vois. Et alors du coup, l'impact de parce que du coup, il y a les gens internes de Red Hat qui vont travailler sur l'ensemble des projets de Red Hat, mais du coup, il y a aussi toutes les communautés de gens dans le monde du libre qui vont participer à ces projets-là sans forcément faire partie de l'effectif Red Hat. Red Hat, ouais, tout à fait. Est-ce que c'est ça qui fait que tu vois, on a Fedora, on a CentOS, on a Red Hat aussi, est-ce que c'est du fait de cette communauté que comme ça il y a des branches qui se créent, qui peuvent prendre de plus en plus d'ampleur et qui évoluent en parallèle, ou est-ce que c'est des décisions ou des rachats qui ont été faits à un moment? C'est quoi l'origine de ces versions? Alors, en fait, à la base, il y a toujours, de par le modèle, il y a toujours une communauté au moins à l'origine d'un projet.
Et puis après, effectivement, il arrive que les communautés grossissent. Du coup, certaines personnes ont des centres d'intérêt différents, cherchent à se spécialiser, et donc effectivement puissent se splitter et avoir aussi justement des points de focus qui divergent un petit peu et qui vont être gérés dans des communautés à côté. Un exemple, typiquement, c'est effectivement tout ce qui se passe autour de Fedora, de CoreOS, de la Red Hat Enterprise Linux. À l'origine, il y avait effectivement uniquement Fedora, Red Hat Enterprise Linux, et puis CentOS qui était pas une communauté upstream, mais qui était plutôt un downstream de Red Hat. Et puis Red Hat a racheté CoreOS. CoreOS qui avait un OS aussi en partie open source, vraiment spécialisé sur la partie run de conteneurs OS immuable. On en a refait en fait un upstream de RHEL également, et puis donc vraiment spécialisé, focusé sur cette partie OS immuable et vraiment dédié aux conteneurs. Et puis on a aussi choisi de remonter CentOS et d'en faire aussi une communauté upstream pour là justement quelque part rebénéficier en fait de tout l'intérêt, tout l'attrait qu'avait CoreOS pour plein de gens qui voulaient contribuer, mais qui ne pouvaient pas forcément contribuer au niveau de CoreOS, parce que par définition, CoreOS était un clone de RHEL. Donc le fait de le remonter aussi, ça permet justement de capter beaucoup plus de nouveaux contributeurs, de nouvelles innovations, de nouvelles intentions autour de l'évolution des futurs RHEL. Et donc quelque part, de pouvoir aussi avoir plusieurs communautés en amont, avec des centres d'intérêt un peu différents, mais où justement va fleurir en fait l'innovation autour de différents sujets. Ok. Alors, je suis peut-être le seul parmi mes auditeurs à pas forcément avoir la distinction, mais est-ce que tu pourrais du coup préciser ce que tu appelles le downstream et upstream? C'est quoi la distinction entre ces deux projets? Donc c'est vraiment une question de cycle de vie et du coup en fait de précédence dans le cycle de vie. Donc typiquement un produit chez Red Hat, la Red Hat Enterprise Linux, a une communauté amont, upstream, Fedora. Mais comme effectivement tout ce que fait Red Hat est open source, il est possible que le Red Hat Enterprise Linux, il soit lui-même repris, décliné pour en faire un autre produit, typiquement CentOS. Et donc dans ce cas-là, CentOS intervient après, donc c'est un downstream de Red Hat Enterprise Linux. Donc il y a quelques années, effectivement, il y avait tout en haut l'upstream, Fedora, puis Red Hat Enterprise Linux, puis downstream, le CentOS. Et ça, aujourd'hui, CentOS est remonté devant et est redevenu une communauté upstream. Et donc en fait, c'est qu'en fait les modifications qui vont être faites upstream peuvent découler downstream, mais pas dans l'autre sens. C'est ça un peu le. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment le sens du flux. Exactement. Okay, et alors du coup, dans cette culture open source, est-ce que tous les projets que vous faites chez Red Hat sont que des projets open source initiés par des gens de Red Hat, que ce soit de manière individuelle ou de manière, on va dire, corporate, ou est-ce que vous participez aussi à des projets qui sont en fait, je prends au hasard PHP, qui est un projet open source qui ne vous appartient pas, mais tu vois, est-ce qu'il y a des contributions aussi à d'autres projets ou c'est uniquement des projets maison, on va dire? Oui, non, typiquement, il y a une contribution, quelle que soit l'origine de la communauté. En fait, globalement, il y a trois grands modèles. Il y a effectivement le modèle où nous sommes à l'origine, des ingénieurs, des salariés Red Hat sont à l'origine d'un projet upstream, d'une communauté upstream. D'accord, c'est effectivement le modèle qui paraît le plus naturel, qui est peut-être aujourd'hui le plus fréquent, sûrement. Il y a le deuxième modèle qui est de dire, même Red Hat a pu racheter au fil des années des entités commerciales qui avaient justement des solutions fermées. Et là, en fait, on a reversé ces solutions fermées à la communauté. Voilà.
c'était le cas par exemple de tout ce qu'on a fait autour des API management. Il y a quelques années, Red Hat avait racheté Treescale, qui était une société qui avait des solutions sur l'API management qui étaient fermées. Et en fait, elles ont toutes été reversées sous forme de communauté. Et puis le dernier modèle, c'est aussi de se dire, bah voilà, il y a peut-être une communauté qui a été initiée par des individus non Red Hat, par des employés Google, par des gens dans la fondation Apache. Et parce que nous, on y voit un intérêt aussi, bah effectivement, on rentre, on essaye de devenir effectivement contributeur et d'apporter de la valeur aussi sur ces communautés-là. Et quand vous débarquez sur un projet open source, est-ce que parce que c'est peut-être pas le cas à chaque fois, mais j'imagine qu'il y a quand même une certaine force de frappe Red Hat. Il y a quand même un certain aussi, j'imagine, niveau de qualité, d'exigence que vous avez en interne. Est-ce que du coup, quand vous débarquez sur un projet open source, je vais pas dire que c'est la révolution, mais tu vois, est-ce que ça change drastiquement la donne sur le projet en tant que tel, avec une armée qui débarque et qui d'un coup te fait un truc Ouais, alors ça pourrait effectivement faire peur, mais l'objectif à chaque fois quand on intègre une communauté comme ça, c'est de garder cette communauté aussi ouverte et de la conserver dynamique. D'accord, et effectivement arriver sous forme d'une armée avec on n'est pas là pour faire des putsch à tout va, et on le dit clairement à nos clients, une communauté saine, c'est une communauté aussi où il y a de la diversité. Donc effectivement, nous on estime que c'est quand un projet est critique que c'est important que on soit représenté de façon importante dans cette communauté pour faire entendre notre voix et pour avoir effectivement du poids quand il s'agit de traiter des bugs, des incidents qui sont importants pour nos clients ou pour donner des directions qui nous semblent importantes pour nos clients. Mais on cherche toujours à conserver cet aspect ouvert et dynamique et la diversité est toujours super importante. C'est ça qui donne vraiment des communautés qui sont qui sont vivantes et qui sont dynamiques. Okay. Et du coup, vu que vous avez ce côté face à des clients, du coup avec un impératif et comme des gens qui payent et qui demandent du coup, qui ont un niveau d'exigence qui va avec, que ce soit justifié ou non. Mais vous avez du coup des projets qui sont open source. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois, il y a une personne qui avait 2 librairies JavaScript qui étaient très utilisées dans le monde et qu'il a décidé de verrouiller parce qu'en fait il en avait marre que justement des grands groupes lui prennent son travail sans le payer. Il a fait des dégâts assez importants quand même sur le web parce qu'il y a quand même c'était des trucs qui étaient très utilisés. Je crois qu'il y avait un color picker, c'est ça, dans ces il me semble qu'il y avait une librairie autour de la gestion des couleurs. Oui, tout à fait. Il avait fait du coup une boucle avec des appels en tous les sens. Bref, c'était une catastrophe. Comment est-ce que vous assurez justement que t'as pas un contributeur sur ces projets open source qui va soit petit à petit, soit d'un coup te faire un truc qui peut être difficile à catcher en fait? Ouais, effectivement, ça fait partie vraiment des guidelines et de la façon de gérer la communauté. Il faut absolument éviter que ce genre de situation n'arrive. Et effectivement, on est là aussi pour apporter notre aide, pour dynamiser la communauté, et puis pour mettre aussi en place les garde-fous qui vont empêcher ce genre de comportement. Alors, c'est sûr que quand c'est des librairies effectivement gérées par une seule personne, c'est compliqué. Mais on essaye à chaque fois de détecter les communautés où on va pouvoir être plusieurs avec divers horizons et on va tous trouver en fait un intérêt commun à justement mettre en place une gouvernance et des garde-fous pour éviter ce genre de situation. Donc quelque part c'est vraiment là toute l'intelligence et l'expérience de Red Hat dans la capacité à gérer ces communautés, à fédérer l'intérêt pour aussi justifier la mise en place de gouvernance autour de tout ça. Ok, je vois. Et alors du coup, aujourd'hui Red Hat, vous avez aussi une offre cloud. C'est quoi du coup? C'est uniquement mettre à dispo les différents OS sur différents hébergeurs. Vous avez aussi quelque chose on-premise, j'ai envie de dire. Alors
Aujourd'hui, on est toujours sur le modèle de Red Hat. C'est vraiment, si on le résume avec une expression, c'est Open Hybrid Cloud. Et ces trois mots en fait résument toute la stratégie. C'est-à-dire que les solutions Red Hat sont toujours à la fois déployables on-premise, sur votre cloud interne, sur votre cloud privé, mais aussi sur des clouds publics. D'accord. Donc ça c'est vraiment historique. Donc toutes les solutions que l'on fournit, vous pouvez soit effectivement les déployer sur votre cloud public favori, voire les acheter directement, enfin les souscrire directement au travers de la marketplace de ce cloud favori, ou alors les souscrire et les déployer chez vous on-premise. La petite nouveauté un petit peu depuis là maintenant 18 mois chez Red Hat, c'est qu'on a une offre sur justement toute la partie middleware, une offre Managed Services, où en fait vous pouvez directement souscrire chez Red Hat un service managé pour avoir du Kubernetes as a Service, du Kafka as a Service, de l'API Management as a Service, ce genre de choses. Là, pour le coup, nous, on n'est pas fournisseur de cloud, donc ça va pas s'exécuter sur notre cloud à nous. On utilisera, en fonction des offres, un ou plusieurs clouds publics. Voilà, mais c'est vraiment une offre complètement gérée, managée par les équipes Red Hat. Qu'on peut du coup interfacer après avec un autre cloud provider sans aucune... Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, par exemple, effectivement, vous pouvez avoir du Kubernetes. Alors chez Red Hat, la distribution Kubernetes s'appelle OpenShift, donc c'est de l'OpenShift as a Service, et choisir en fait votre sous-jacent AWS, Azure, GCP, pour ensuite effectivement avoir l'interfaçage avec vos services selon l'endroit où ils sont localisés. Qu'est-ce que ça a changé du coup dans l'approche, dans la conception de ces solutions pour Red Hat, de commencer à mettre en place ces notions de serverless et un peu à la commande, parce que j'imagine que pour ces trucs-là, t'as plus besoin de passer par des key account managers ou des gens comme toi qui vont architecturer une solution pour le client. C'est vraiment faisable tout seul, on va dire. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de rentrer vraiment dans une dynamique self-service. Et effectivement, le travail, notamment sur les phases avant-vente, change un petit peu. On n'est plus tant là pour effectivement faire de la démonstration sur site, d'une bonne intégration au système d'information. On est plutôt là effectivement pour discuter de nouveaux patterns d'architecture, rassurer sur les aspects sécurité, bien sûr, et puis effectivement montrer comment on peut utiliser l'ensemble des produits sous forme effectivement boîte de Lego. C'est le travail effectivement sur cette phase avant-vente change un petit peu, c'est clair. Ouais. Mais du coup, en termes de conception ou de développement, ça a pas changé grand-chose. Tout le monde était déjà aligné avec ce genre d'approche. Alors pas forcément encore. Enfin, c'est vraiment on est toujours dans une phase où en fait beaucoup d'organisations se posent la question et expérimentent des approches de développement plutôt dites cloud native, où justement on revoit aussi la conception interne de nos applications dans une logique aussi de modèle cloud computing, où on fait justement à la demande, du scalable à la demande, où on met en place des architectures serverless avec justement surtout la partie scale to zero, c'est-à-dire quand j'ai pas de requête qui arrive, effectivement je dois revenir, je dois consommer le moins de ressources possible, voire pas de ressources du tout. Et ça effectivement, ça demande un refresh, une évolution, une remise en question de tous les frameworks de développement. Et nous effectivement en ce moment on travaille énormément sur l'écosystème Java, puisque c'est l'écosystème qui est majoritairement présent sur nos clients, sur lequel nous on a énormément investi et dans lequel on croit beaucoup, de par effectivement sa richesse et puis sa capacité à intégrer tout type de use case. Donc voilà, on fait beaucoup de choses sur le Java, sur la transformation de Java en serverless,
Et chez nous, ça s'appelle Quarkus, justement. Ok. Alors justement, cette notion de serverless, alors comment je pourrais dire ça, parce que tu disais justement cette notion de scale to zero, c'est vrai que ce qui est intéressant avec le serverless, c'est que quand t'as pas de besoin, t'as pas de ressources. Ce qui est un petit peu antinomique, j'ai envie de dire, quand t'es connu pour faire des OS où on se dit qu'en fait l'OS, faut qu'il soit tout le temps allumé, il peut mettre un peu de temps à démarrer. Je sais que Java a beaucoup progressé, mais on a quand même une image aussi de la JVM qui est quand même aussi quelque chose d'assez lourd, un peu comme un diesel qui a quand même besoin d'être un petit peu chauffé avant d'être à son potentiel total. Exactement. Comment est-ce que tu fais pour rendre ça compatible avec une approche serverless? Alors, oui, c'est toute la question, et c'est justement pour ça que nous, on a revu, en fait, on a essayé de, je vais pas dire repartir d'une feuille blanche, mais on a vraiment remis les choses à plat il y a environ 2 ans de ça, en commençant ce projet open source qui s'appelle Quarkus. Comme tu dis, la JVM, elle a mauvaise réputation parce que elle a vu le jour en fait en des temps qui étaient différents, ou des temps où en fait on voulait un serveur d'application, on voulait le redémarrer le moins possible. On n'avait pas non plus une vélocité de développement et de livraison qui était très importante. On construisait des monolithes. Et puis voilà, on construisait aussi des applications avec un paradigme qui était le write once et run everywhere. J'écris une fois et j'exécute partout. D'accord? Et c'était vraiment la JVM qui était qui offrait en fait l'abstraction, et puis qui pouvait se dire bon bah aujourd'hui j'utilise telle distribution d'Unix, je suis sur du Sun Solaris, demain j'utiliserai peut-être un Linux, voilà, et puis mes devs ils utilisent des postes de travail Windows. Voilà. On voit que le monde en fait il a changé, et que effectivement les paradigmes sur lesquels était construit Java, bah en fait ils ont un peu été mis à mal, quoi, parce que bah déjà le write once et run everywhere, aujourd'hui c'est j'écris une fois, mais bon, j'exécute dans un container qui est un container Linux, donc quelque part j'ai un petit peu moins besoin d'avoir cette JVM qui fait le tampon. On voit aussi qu'on fait plus des monolithes, on fait des microservices. Donc nos microservices, on va les livrer plus rapidement, donc on va redémarrer plus rapidement. Et avant, on se disait, bah, on s'en fiche un peu si la JVM elle met du temps à démarrer. Ce qu'on veut, c'est que ensuite elle soit optimisée pour envoyer du lourd, comme tu dis, c'est le diesel qui se chauffe, mais ensuite il y a du throughput, quoi, ça y va. Et puis elle est là pour effectivement pouvoir s'exécuter des semaines, des mois. On va déployer des nouvelles applications, on va déployer des nouveaux jars. Par la magie du class loader Java, tout ça va se remettre à jour, ça va être formidable. Voilà. Bon, voilà, ça c'est les paradigmes de base, et en fait ils vont pas très bien avec le cloud computing. Et donc l'idée de Quarkus, c'était de se dire, bah en fait on va essayer de rassembler les deux mondes. Et puis on se dit, bah vous allez continuer à travailler en Java, parce que l'écosystème il est là, il est riche, vous le maîtrisez, vous connaissez les API, c'est un modèle qui a fait ses preuves. Mais par contre, on va sortir du write once, run everywhere. On va arrêter de faire de la compilation just in time qui va prendre un temps de démarrage lourd et puis qui va demander plusieurs cycles à l'application avant de se chauffer. Et on va faire de la compilation ahead of time. Et donc on va se dire, ben voilà, maintenant nos applications, on les build une fois, mais on va les déployer n fois. Donc plutôt que de faire cette optimisation n fois à chaque temps de démarrage, l'optimisation on va la faire avant, au build. Comme ça, on arrivera à avoir des temps de démarrage beaucoup plus impressionnants. Et donc Quarkus, c'est ça, c'est en fait une espèce de toolkit, de framework qui s'utilise au-dessus de la JVM en standard et qui va vous permettre effectivement de baisser, vraiment réduire les temps de démarrage. Alors sur la JVM classique, on va être des temps de démarrage divisés par 3, par 4 assez facilement.
Et puis baisser toute la consommation mémoire, parce que on sait qu'une JVM, c'est effectivement toute la heap de nos objets Java, mais c'est aussi tout ce qui est le metaspace, là où on a toute la définition des classes loaders. C'est une mécanique justement très coûteuse qui est la mécanique de recherche de classe, de chargement de classe. Et puis c'est aussi tout ce qui est off-heap, la mémoire résiliente, résiduelle. Et tout ça, ça fait une consommation énorme. Et donc, on va en fait, par la compilation Read of Time, réussir à réduire tout ça et avoir une consommation mémoire qui va être là aussi divisée par 2, divisée par 3 sur une application Quarkus. Ce qui commence effectivement à se voir comme différentiel. Ben, exactement, tout à fait. Et bon, du coup, ce Quarkus, tu l'exécutes en plus de ta JVM. Pourquoi ne pas avoir réécrit une JVM qui s'adapte Alors, dans Quarkus, il va y avoir 2 modes de fonctionnement. Typiquement, il y a le mode de fonctionnement avec la JVM, alors par lequel on va toujours passer, et en fait, c'est un mode de fonctionnement qui va être utilisé au build. Et en fait, avec Quarkus, on va toujours produire du bytecode, mais on va produire du bytecode optimisé. D'accord, du bytecode où justement on évitera tout ce qui est recherche de classe avec le class loader, tout ce qui est indirection, invocation dynamique. On évitera aussi tout ce qui est processing d'annotation. En Java, on adore les annotations, les at rest, get method pour faire des API REST, ce genre de choses. Et en fait, ces annotations traditionnellement, elles sont analysées, elles sont découvertes au moment du lancement de la JVM. Et donc avec Quarkus, on va le faire avant, au build, on va les résoudre avant et on va produire du bytecode optimisé. Comme ça, on n'aura plus à le faire. Donc tout ça, ça fait quand même qu'effectivement, on reste sur une base bytecode qu'on va pouvoir exécuter sur la JVM. Et le deuxième effet de Quarkus, c'est de se dire, si vraiment je veux aller plus loin et si je sais que mon sous-jacent, c'est typiquement toujours un container Linux, je vais pouvoir avoir une deuxième passe où là, je vais faire de la compilation native. Et en fait, mon bytecode de JVM, je vais complètement en fait le transformer en binaire natif. Et là, je vais complètement enlever en fait cette partie JVM. Donc ça, c'est une deuxième passe qui demande un peu plus de ressources, qui est plus coûteuse, qui demande aussi du temps, mais qu'on va pouvoir activer à un certain temps, justement, quand on a gagné en confiance sur ce qu'on est en train de produire, pour justement avoir là encore un effet accélérateur encore plus important. Et là, on parle plus de facteurs x2, x3, x4 d'un point de vue mémoire ou d'un point de vue temps de démarrage, mais plutôt sur un facteur x10, x20, x30. Donc on peut avoir avec Quarkus et la compilation native des applications justement écrites en Java, mais qui vont démarrer en quelques millisecondes, en 10-20 millisecondes. Pas plus. Okay. Donc ça révolutionne vraiment la donne par rapport à Java, et ça fait que justement Java peut complètement entrer de façon hyper légitime dans ce mode serverless. On n'a plus à se dire oui, si je veux faire du serverless, il faut que je switch vers Go, il faut que je switch vers Node.js, vers des choses qui effectivement qui vont démarrer plus vite, qui font pas avoir ce côté lourdingue, je dirais même, de la JVM. Mais est-ce que du coup tu peux avoir ces performances-là avec tout code Java, même un code historique fait pour ronronner, on va dire, avec une JVM traditionnelle, ou est-ce que tu dois quand même un petit peu adapter ta façon de créer ton application et de la concevoir? Alors, on va pouvoir faire les deux. C'est-à-dire que Quarkus, on va pouvoir le considérer à différents niveaux. Soit on le considère effectivement uniquement comme tout le kit de compilation quelque part dans la chaîne de build, et effectivement il va réussir à réaliser quelques optimisations, mais on tirera peut-être pas toute la quintessence de Quarkus à ce moment-là, d'accord, parce que
effectivement, il a peut-être pas une connaissance hyper fine de tous les frameworks. Alors, on trouve dans Quarkus des extensions pour notamment traiter déjà du Spring, des choses comme ça, des applications existantes. Donc, il va pouvoir réaliser quelques optimisations, mais effectivement, on n'atteindra pas le potentiel maximal. On peut aussi avec Quarkus se dire, ok, j'adopte Quarkus comme toolchain, mais aussi comme framework de dev. Et là, je fais rentrer effectivement des extensions Quarkus. Et des extensions Quarkus, il en existe aujourd'hui plus d'une centaine qui vont justement apporter la connaissance de chaque petit framework et qui vont apporter justement les optimisations à réaliser ahead of time pour vraiment booster et tirer le full potentiel de Quarkus. Donc aujourd'hui, on a des extensions pour Hibernate, pour Jackson, pour RestEasy, pour Keycloak, pour Prometheus, ce genre de choses. Donc voilà, si vous êtes dans un écosystème effectivement déjà très open source, déjà très ouvert, ça va pouvoir être intéressant de faire rentrer des extensions pour justement tirer parti un maximum des optimisations. Ok. Mais du coup, pourquoi avoir voulu, entre guillemets, refaire la JVM ou refaire Java pour s'adapter à ces environnements-là, plutôt que d'essayer de faire en sorte que des environnements... tu vois, tu parlais du Go tout à l'heure ou du Node.js. Tu vois, pourquoi pas essayer d'améliorer ces trucs-là pour les faire encore plus efficaces que ce que c'est aujourd'hui et inciter les gens à passer sur ces nouvelles technos plutôt que de rester sur... tu vois, que de faire évoluer. Je vais pas dire un dinosaure, mais tu vois, Java... j'en ai parlé plusieurs fois sur ce podcast, mais le Java, je sais que parmi mes auditeurs, il y en a pas beaucoup qui font du Java aujourd'hui. Il y a quand même une image un peu, je vais pas dire vieillissante, mais tu vois, un peu dinosaure. Un peu dinosaure. C'est un langage que moi j'apprenais quand j'étais en école. Donc c'était il y a plus de 20 ans déjà. Donc ça reste un truc assez. Oui, alors ça reste un truc. Il y a deux choses. Enfin, je pense qu'il y a d'abord la perspective effectivement de l'entreprise avec un patrimoine existant. Et aujourd'hui, typiquement dans les banques, dans les assurances, il y a un patrimoine Java hyper présent qui est là et qui va encore être là pendant des années. Et on tient absolument à donner l'opportunité à ces entreprises-là de justement d'avoir des outils, d'avoir des leviers pour petit à petit refactorer ce patrimoine et puis le faire évoluer. Enfin voilà, une application de core banking écrite en Java. Ça va être effectivement typiquement un monolithe, mais on va pas l'éclater en microservices comme ça en quelques mois, quoi. On va vraiment adopter une approche progressive, itérative, incrémentale. On va petit à petit, détourer les domaines de qui étaient dans notre monolithe, justement faire émerger les bounded de contexte et puis petit à petit extraire les microservices et par rapport à des besoins de cycle de vie accéléré ou de scalabilité différenciée. Et là, vraiment, du coup, avec Quarkus, on a un outil pour dire, vous avez un écosystème, vous le maîtrisez, vous savez comment il se comporte, vous avez des développeurs formés. Eh bien, vous avez l'opportunité de petit à petit, justement, extraire et créer des microservices et les faire rentrer dans un mode serverless de façon indolore. Donc ça, je dirais, c'est vraiment une super opportunité quand on est dans ce cas-là. Et puis, moi, alors je suis peut-être dinosaure, je sais pas. J'ai commencé à bosser il y a 20 ans. Effectivement, j'ai appris Java. Je crois que la première version sur laquelle j'ai bossé, c'est Java 1.1. Mais ouais, moi je trouve que l'écosystème, même si s'était un petit peu endormi il y a 4-5 ans de ça, surtout suite un petit peu au rachat par Oracle et puis au standard Java Enterprise édition qui est devenu un peu lourdingue, qui bougeait plus, enfin qui était plus du tout dynamique. Je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent dans la communauté. Il y a eu MicroProfile il y a quelques années, il y a eu Quarkus, et franchement, l'écosystème il est riche, il est toujours hyper dynamique.
Et maintenant, avec Quarkus, on peut vraiment faire des choses aussi facilement qu'avec du Go, qu'avec du Node.js, quoi. Il y a quelques années, je me suis mis à Go aussi, j'écris des CLI, des CLI en Go. Ben, on écrit aujourd'hui des CLI en Quarkus et moi j'ai re-switché sur Quarkus pour écrire mes CLI parce que c'est l'environnement que je maîtrise et qui est toujours hyper riche d'un point de vue écosystème. Ouais. Oui, puis c'est effectivement amener le Java dans un environnement microservice, c'est aussi un moyen de j'ai envie de dire redonner un coup de jeune au Java en lui permettant de s'adapter aux paradigmes les plus présents aujourd'hui, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Donc avec Quarkus, c'est vrai qu'au début, quand on a communiqué sur Quarkus, forcément, on a commencé par les choses très typiques, par faire des API REST, faire des web apps en Quarkus. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout maintenant devenu un toolkit pour faire tout type d'applications modernes et cloud native. Donc, on écrit des CLI en Quarkus, on écrit des batchs, on écrit du composant de streaming en Quarkus. Typiquement, si on travaille avec Kafka et qu'on commence à écrire des composants qui utilisent les librairies Kafka Connect ou Kafka Stream, ce sont des librairies qui sont écrites en Java. Et en fait, avant Quarkus, dès qu'on commençait à avoir plein justement de composants de streaming sur Kafka, ça faisait effectivement plein de composants avec une grosse JVM à déployer. Et du coup, Quarkus offre l'opportunité d'accélérer le développement de ces composants et puis vraiment de faire des micro-composants de streaming. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est des use cases vraiment hyper fréquents, énormément prisés, toutes ces architectures à base d'event streaming. Et ces composants de streaming, ils deviennent vraiment prégnants dans les architectures. Donc ça donne aussi donc on peut faire du messaging avec Quarkus, on peut faire du batch, on peut faire de l'application traditionnelle, vous pouvez faire du monolithe si vous avez envie de faire du monolithe aussi. Des fois pour commencer, pour faire un prototype, pour démarrer un projet, ça peut être aussi intéressant d'avoir un monolithe qui bouge rapidement tant qu'on est en train effectivement de tâtonner, de valider le concept, et puis après on passera à une étape où on redécoupe. Et c'est aussi une stratégie. Donc on peut faire vraiment tout ce genre de choses avec Quarkus. C'est ça qui est un peu passionnant. Mais alors du coup, toi qui es dev Java depuis plus de 20 ans maintenant, c'est ce que tu nous as dit. À quel point est-ce que tu as dû, entre guillemets, réapprendre le Java pour avoir cette approche-là microservice dans un environnement avec Quarkus? Je sais pas tant si, pour moi, l'approche microservice, elle a pas vraiment été impactante sur le code. Mais sur la conception, j'imagine. Mais sur la conception, ouais, c'est ça. Et moi, entre le Java d'il y a 20 ans et les microservices, j'ai passé énormément de temps dans la case SOA. Même si ça fait gros mot aujourd'hui de dire SOA. Et je dirais que, microservice, c'est pas une nouvelle chose, mais pour paraphraser, je crois que c'était Martin Fowler qui a dit microservice, c'est SOA done right, fait de la bonne façon. Et je pense que le fait d'avoir passé énormément de temps dans la case SOA, ça m'avait fait aussi déjà prendre conscience de beaucoup de choses autour du domain driven design, notamment parce que au début, la SOA, ça s'implémentait uniquement avec des ESB. Et les ESB, typiquement, effectivement, on voyait vite les limites. Ils contraignaient tout le monde, ils contraignaient tous les métiers, tous les pans fonctionnels, parce qu'on se rendait compte qu'ils voulaient pas tous évoluer à la même vitesse, mais pourtant, ils devaient tous atterrir sur le même ESB à la fin. C'était ça un petit peu l'architecture canonique qui était poussée par les vendeurs, je dirais, dans la décennie 2000-2010. Et le fait d'avoir passé beaucoup de temps là-dessus, effectivement, ça m'avait fait déjà pas mal cheminer sur le domaine driven design et sur microservices. Après, les évolutions autour de Java et du coding, moi, ce qui m'a mis plutôt une grosse claque, et puis
une remise en question, c'était plutôt tous les paradigmes autour de quand Java a commencé à adopter des paradigmes plus fonctionnels de programmation fonctionnelle autour de la manipulation des streams et puis de tout ce qui est aussi programmation réactive. Ça, je pense que c'est aussi plutôt un gros shift qui arrive, qui est présent aussi dans Quarkus, mais qui demande plus d'efforts, je dirais, d'un point de vue effectivement purement développeur. Okay. Donc effectivement, ouais, t'as été un peu aidé par ce passage SOA qui était un petit peu les prémices du microservice avant qu'on appelle ça des microservices. Ouais, tout à fait, ouais. Ou en tout cas qui a fait ressortir le besoin urgent de plutôt s'orienter vers des microservices. Ouais. Alors du coup, donc toi aujourd'hui, t'es sur cet aspect applicatif chez Red Hat. Donc quand on préparait cette émission, ce podcast, tu me disais que notamment, donc toi, il y a un projet que tu as lancé au sein de Red Hat, qui est devenu aujourd'hui un projet Red Hat vendu qui est dans le catalogue d'offres de Red Hat. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, le fait de travailler chez Red Hat fait que j'ai un employeur, notamment très compréhensif par rapport à cette volonté d'essayer de nouvelles choses et d'essayer dans un monde ouvert. Et donc, effectivement, j'ai lancé un projet open source qui s'appelle Microx, d'accord, microx.io. Effectivement, avec je dirais la bénédiction de mon employeur, mais par contre qui n'est pas aujourd'hui un produit dans le catalogue, d'accord. On est effectivement, on en parle, la communauté est en train de monter, on est en train de voir tout ça. Et on a aussi de plus en plus de clients qui l'utilisent en mode communautaire, mais c'est quelque chose qui est en train de se créer. Et la finalité justement de Microx, ça vient typiquement de mon expérience SOA, microservices. Ça répond en fait à un besoin de justement fournir aux équipes qui développent ces microservices la capacité de travailler en parallèle. Parce que on le sait, quand on commence à avoir une architecture microservice avec un microservice A, un B, un C, chacun va fournir des API, des interfaces à l'autre. Et puis, en tant que développeur du microservice A, si j'ai besoin d'attendre que le C est terminé pour que le B puisse commencer à travailler, pour que le B est terminé, et alors je peux travailler, c'est l'enfer, quoi. On a des temps de projet qui explosent, c'est pas possible. Donc, l'idée de Microx, c'est ça, c'est de se dire, on va partir, en fait, de différents artefacts qui existent. Alors, ils peuvent être différents en fonction de la techno, hein. Ça peut être un fichier Swagger OpenAPI, ça peut être une collection Postman, ça peut être un contrat gRPC protobuf, ça peut être un schéma GraphQL. En fait, on va donner ça à Microx et lui, à partir de ça, en fait, il va simuler une API sans qu'elle ait besoin d'être écrite, cette API. Et ça va permettre justement aux développeurs du front de commencer à travailler avant que le back soit prêt, aux développeurs du microservice A commencer à travailler avant que le B, que le C ne soit prêt. Et alors justement, est-ce que le fait de permettre aux gens de travailler avant que ce soit prêt, est-ce que c'est pas justement un petit peu dangereux, parce que du coup t'as le risque que entre le moment où le back commence à bosser et le moment où il finit de bosser, le moment où c'est prêt, il y ait des changements qui aient lieu sur l'API. J'imagine qu'avec Microx ça va se mettre à jour. Et du coup tu peux avoir commencé à bosser sur une API qui du coup a changé, du coup tu te retrouves à défaire des choses que tu as faites. Alors c'est effectivement un inconvénient, mais je dirais l'adage du développement agile, c'est aussi de détecter en fait les erreurs le plus tôt possible dans le cycle. Et effectivement, Microx va permettre de faire des choses très très itératives, incrémentales. La contrepartie, c'est que ça peut casser, effectivement. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est de se dire, moi, je suis fournisseur du back-end, je te fournis une première version de mon API, je la mets dans un Git. Typiquement, Microx, lui, va être à l'écoute du Git et puis va dire, tiens, j'ai la version de cette API là, hop, j'en fais une simulation et toi, développeur front, tu peux commencer à travailler. Et puis, effectivement, quand le développeur du back-end va se mettre à introduire des nouvelles opérations ou des nouveaux attributs dans les objets, effectivement,
une fois qu'il va pousser ça dans le guide, ça va être répercuté effectivement côté Microx. Alors le développeur front, effectivement, ça peut casser, mais l'avantage c'est que tout de suite, il voit que le design a été revu, a été complété, il y a des nouvelles opérations, il peut les utiliser, même si ces opérations, ces nouvelles datas introduites, elles sont pas encore implémentées d'un point de vue back. Et alors du coup, cette structuration de ton API, du coup, j'imagine que c'est parfaitement adapté au monde des microservices, et que ça permet du coup aussi de faciliter le dev en local quand tu es dans une archi en microservice, que du coup, tu peux avoir une simulation d'une API qui est prête en tant que telle, mais ça t'évite de devoir créer un environnement pour chaque dev, quoi. Exactement, ça évite l'enfer d'avoir à rapatrier toutes les dépendances. Alors, quand c'est bien fait dans les équipes agiles, les dépendances sont quand même faites sous forme de conteneurs qu'on peut récupérer facilement. Mais si je suis un microservice et je dépends de plein d'autres services, tous ces conteneurs qui s'exécutent en local, ça fait aussi de la ressource. Et là, l'idée, voilà, c'est avec Microx, vous avez des simulations qui sont toujours up and running, qui sont toujours synchronisées avec justement la dernière version ou les dernières versions produites par le propriétaire de l'API du microservice. Et donc ça, c'est effectivement super intéressant pour accélérer le cycle de développement, quoi. Et puis c'est particulièrement adapté aux microservices parce que justement on est sur un paradigme où en fait on va supporter différents types de techno. Je disais tout à l'heure GraphQL, gRPC ou les API REST classiques. Et puis aussi notamment tout ce qui est API event driven. Parce que on sait ce qui est important dans un monde microservice, c'est bon, bien sûr on pense toujours aux API REST synchrones, aux appels bloquants questions-réponses, mais derrière microservice il y a forcément cette notion de découplage, et donc on a forcément des microservices qui vont communiquer de façon asynchrone avec des événements, d'accord. Voilà, j'ai enregistré un nouveau contrat pour un utilisateur, il faut que je recalcule ses avantages marketing, il faut que je le relance sur un appel à cotisation. Tout ça, ça doit se faire de façon asynchrone parce que c'est peut-être effectivement des domaines différents d'un point de vue fonctionnel. Et donc, avec Microx, on a aussi cette possibilité-là de justement simuler les événements, même avant que le producteur d'événements n'ait été codé. On va se connecter à un broker RabbitMQ, un broker Kafka, et on va justement pousser des événements sur des fils, sur des topics, pour simuler justement des événements métiers. Ok. Alors, on peut imaginer assez facilement le pain point que tu as voulu résoudre quand tu as créé ce produit. Mais c'est quoi le moment où tu t'es dit, OK, tu vois, c'est quoi l'expérience qui t'a amené où tu t'es dit, OK, maintenant j'en ai marre, il faut que je crée un truc? Ouais, c'est typiquement le passage par la case SOA, parce qu'en fait, ce problème-là, alors maintenant il est vraiment mis en exergue par les microservices, mais tu vois, dès mon passage par la case SOA, où on travaillait avec des vieux web service SOAP avec des WSDL, là, en fait, j'avais vu un petit peu cette limite. Moi, je travaillais dans une grosse organisation qui avait adapté vraiment tout de suite SOA, et on était arrivé à un peu plus de 300 services dans le catalogue de l'entreprise. Et à l'époque, on utilisait des choses comme SOAP-UI pour faire des simulations. Et puis SOAP-UI, il avait un modèle de déploiement de mock qui était un modèle statique, c'est-à-dire tu prenais un WSDL, tu créais tes simulations, ton mock, et puis il te générait un jar, enfin à l'époque c'était un war, et puis ce war tu le déployais. Et puis tu le fais une fois, pour un service, tu le fais 2 fois. T'imagines, au bout de 300 fois, en fait, les ressources dont tu as besoin simplement pour la partie mock. C'est affreux. Et donc là, en fait, les premières idées, elles sont venues à cette époque-là. Alors c'était, tu vois, ça date 2005. Je me suis dit, mais il faudrait quelque chose en fait de dynamique où en fait, j'ai pas besoin de redéployer un war à chaque fois. J'ai simplement quelque chose de dynamique. Je prends mon WSDL, je prends mon projet SOAP-UI, et en fait, je fais tout ça en mémoire. Je crée des endpoints dynamiquement en mémoire, j'infère justement les règles de routage entre questions-réponses, et voilà. Et c'était vraiment les prémices, ça a été le prototype.
Donc même aujourd'hui, si tu veux, avec Microx, tu peux aussi toujours simuler des vieux web services SOAP. Ça fonctionne toujours. Et donc la chose intéressante aussi pour le coup, c'est que il commence à y avoir plein de clients qui aussi sont en train d'utiliser Microx comme un petit peu référentiel de fait sur justement le portefeuille service de l'entreprise, enfin le portefeuille service plus API. Et donc les services existants sont là legacy sont là sous forme de web service SOAP, et puis des nouvelles API REST, GraphQL apparaissent, mais l'ensemble des fonctions offertes sous forme d'API de service sont dans le référentiel Microx et sont proposées sous forme de simulation par Microx. Ok. Top, ça a l'air très intéressant comme produit. On met bien évidemment le lien en description pour que les gens puissent le retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres applicatifs Red Hat qui pourraient intéresser comme ça l'ensemble des développeurs auxquels tu t'adresses aujourd'hui, qui soient faits par toi ou par quelqu'un d'autre de Red Hat? Pardon. Aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de choses côté Red Hat, côté testing. Moi, je pense aussi à, justement, dans ce monde un peu des API, des microservices, il y a un projet qui n'est pas encore un produit Red Hat, qui est super intéressant, qui s'appelle API Curio Studio. Et justement, API Curio Studio, c'est un studio de design WYSIWYG pour vos API et les interfaces de vos microservices. Et moi, je trouve la chose particulièrement intéressante d'API Curio Studio, c'est que justement, en fait, il offre en fait un niveau d'abstraction au-dessus des contrats d'API. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître OpenAPI, par cœur. Ça offre une interface WYSIWYG et une interface WYSIWYG en mode collaboratif. C'est-à-dire que on peut être plusieurs, comme dans un Google Doc, à éditer de façon simultanée, justement l'API, à la designer ensemble à plusieurs mains. Et moi je trouve que c'est un projet qui a vraiment beaucoup d'intérêt, beaucoup de pertinence, parce que dans un monde où les API sont le produit, on cherche de plus en plus à impliquer le métier dans le design de l'API. On essaye de plus en plus de commencer justement un projet par le design de l'API. L'API, c'est le produit, c'est ce que vous allez fournir à votre partenaire, à votre client, à votre consommateur. Et pour moi, API Curio Studio, il remplit vraiment bien ce rôle de pouvoir justement réunir autour d'un même écran des gens qui, certes, doivent avoir un petit background technique, mais se doivent pas de connaître la technique des API pour comprendre ce qu'on est en train de designer. Ça, pour moi, c'est super intéressant. Ok, top. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces ressources, pour toutes ces infos aussi sur Red Hat, sur Quarkus, qui me semble effectivement quelque chose d'assez intéressant de voir comme ça rénover Java. C'est un beau projet. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Espace, bien sûr. Espace, bien sûr. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Bruno, c'était super agréable. Eh ben, je te merci beaucoup et je t'en prie. Et merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Voilà, effectivement, Red Hat, une entreprise que vous connaissiez sûrement de nom. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de solutions qui sont encore dessus. On vous met bien évidemment aussi en lien différents repos Red Hat auxquels vous pouvez accéder, contribuer ou juste utiliser, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est beaucoup de beaux projets que vous pouvez rejoindre. Je vous remercie aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous. Comme je vous le dis très souvent, mais rejoignez-nous sur le Discord. C'est un endroit plutôt sympa. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur à peu près toutes les plateformes, sauf peut-être Snapchat et encore. On va peut-être y réfléchir. Merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous
Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.